Je voudrais commencer par exprimer nos sincères remerciements à M. le ministre qui, par cette visite, montre toute la marque, manifeste toute la considération qu'il a pour l'université sénégalaise et pour l'UCAD en particulier. Nous comprenons que c'est une première visite de prise de contact. L'UCAD, c'est un panier à problèmes. Et puisque c'est sa toute première visite, nous avons voulu faire l'amitié de ne pas le mettre directement en contact avec les problèmes, sachant qu'on va avoir d'autres opportunités de le faire. Je voudrais juste dire que là, on est à la faculté de médecine, ce qui fut l'embryon qui s'est développé et qui a donné naissance à l'UCAD. La faculté de médecine a été créée en 1918. Elle a été centenaire, je crois, depuis 2018. Et depuis lors, l'UCAD s'est développé pour devenir université en 1957. Et je peux dire qu'elle est l'une des figures marquantes de l'enseignement supérieur au monde. Et là, je le dis en toute modestie. Je le dis en référence à notre classement de première université francophone en Afrique, mais également au rythme de progression de l'UCAD au niveau des classements. Parce que avant, il y a beaucoup d'universités du Maghreb qui étaient devant nous et qui sont maintenant toutes derrière nous. Je le dis aussi en référence du nombre d'étudiants de l'Afrique francophone et du monde que nous formons à l'UCAD et qui est un nombre impressionnant. Donc voilà l'université qui vous reçoit aujourd'hui, Monsieur le ministre, avec fierté et beaucoup de satisfaction. Alors, l'UCAD offre pratiquement des formations dans tous les domaines, dans le domaine des lettres et sciences humaines, un domaine qui nous vaut beaucoup de satisfaction, dans le domaine de la médecine, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est eux qui nous reçoivent, dans le domaine du droit, de la science politique, dans le domaine de l'économie, de la gestion, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des sciences et technologies, dans le domaine des métiers de l'ingénieur et des sciences de l'ingénieur. Voilà, c'est un contributeur extrêmement important, je veux dire un acteur extrêmement important dans l'écosystème de la recherche en Afrique et dans le monde. L'UCAD, c'est la vice-présidence de l'Agence universitaire de la francophonie qui compte 1005 universités à travers le monde. Et contrairement à ce que le nom laisse apparaître, l'AIF inclut beaucoup d'universités non francophones, comme les universités de Moldavie, les universités du Japon, beaucoup d'universités qui n'ont rien à voir avec la francophonie. Alors, je l'ai mentionné très rapidement au début de mon allocution. L'UCAD fait face à des défis, comme toutes les universités, et nous comptons sur la tutelle, sur le gouvernement, pour nous aider à faire face à ces défis. Le premier défi, c'est le défi de la massification. L'UCAD fait partie jusqu'à présent des universités qui prennent le plus d'étudiants, de nouveaux bacheliers, et c'est un problème récurrent. Lorsque l'UVS fut créé, l'UVS qui est devenue l'université Cheikh Hamidou Kane, et sa mission, une de ses missions, c'était d'aider l'UCAD à absorber les flux importants de bacheliers qui tapaient aux portes de l'université. Lorsque l'université Amadou Mahtar Mbow fut créée, une de ses missions, c'était aussi d'aider l'UCAD à absorber une partie significative des bacheliers. Mais jusqu'à présent, l'UCAD fait face à un nombre extraordinaire de bacheliers. Je crois qu'en 2023, on en a reçu 28 000. Cette année, on est déjà autour de 20 000. Et il y a encore des bacheliers qui tapent à la porte. On est toujours en négociation avec le monsieur le DGS. C'est la personne avec qui nous parlons le plus au niveau du ministère. Il y a aussi des défis infrastructurels. Mais encore une fois, on va différer la présentation de ces problèmes à d'autres occasions, pour ne pas vous décourager à revenir. Donc, sans tarder, Monsieur le ministre, nous allons peut-être donner la parole au PCA, Bokassi, qui est le président de notre conseil d'administration, qui va prononcer son allocution avant qu'on puisse continuer dans le programme.
quand on m'a proposé le poste de professeur à l'université, j'ai dit pourquoi moi? Et quelqu'un m'a dit pourquoi pas moi? J'ai commencé par dire que je ne souhaiterais pas remettre les pieds à l'université parce que les questions de l'université, je les ai connues en tant qu'étudiant, mais je ne les ai pas pratiquées pour présider un conseil d'administration. On m'a rassuré en me disant que les problèmes académiques sont gérés à un autre niveau. Mais je me rends compte à la pratique du conseil d'administration que notre présence est importante parce on préside, mais on est un arbitre neutre, puisqu'on prend connaissance des questions qui ne nous conditionnent pas dans notre vécu au quotidien. Des questions également où nos rémunérations ne sont pas discutées. Des questions également parce que nous ne sommes pas rémunérés au titre de notre présence ici. La deuxième chose que je vais partager, c'est que tout étudiant ou tout élève qui a son bac au Sénégal, c'est un étudiant de l'UCAD, puisqu'il a un diplôme où c'est marqué Office du bac Université de Dakar. Donc, le ministre tout à l'heure a parlé des problèmes de calendrier. Il disait au recteur en montant les escaliers, de notre temps, il n'y a pas de problème de calendrier, parce que quand une année n'est pas complète, elle était décrétée année blanche. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a connu l'année blanche et qui a connu la session unique, mais qui a survécu et qui est là. Donc, je considère que les problèmes se sont toujours posés. On parle de massification. On venait à l'université à 10 h pour avoir une place dans un amphi d'un cours qui démarrait à 16 h, dispensé par le professeur Martar Diouf, donc devant un amphi plein où même les escaliers étaient occupés. Et à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y avait rien. Donc c'est pour dire que on a survécu. On a survécu parce qu'en définitive, depuis que nous exerçons les métiers qui sont les nôtres, on attend de rencontrer des choses que nous avons apprises. En définitive, l'école nous apprend à nous adapter aux situations que nous rencontrons. Pourquoi notre présence à l'université? Je pense que c'était pour affermir les liens entre l'université et l'entreprise. Et nous sommes un exemple achevé. Je passerai la parole puisque mes 5 minutes, j'en consommerai que 3, donc le doyen Ibrahima va compléter. Quand le premier contact que nous avons eu avec l'entreprise, c'est durant le stage de maîtrise en 4e année, parce que je suis de l'ancienne faculté des sciences juridiques et économiques, qui était à l'époque une faculté unique. Donc, j'ai eu la chance de faire un stage à la BHS pour valider mon diplôme de 1 mois de stage. Et à la fin de mon stage, on m'a demandé de revenir faire un stage plus long si j'ai réussi en juin. J'ai réussi en juin, je suis revenu faire un stage de 3 mois. Je n'ai jamais quitté la Banque de l'Habitat du Sénégal et aujourd'hui, j'ai l'avantage de la diriger. Ça signifie que, quel que soit ce qu'on pouvait reprocher à l'époque à la qualité des enseignements, elles ont permis de former des hommes et des femmes capables de s'adapter. À l'époque, on nourrissait une frustration quand on n'avait pas de bourse pour partir. Je n'ai pas pu partir avec un prix au concours général parce que je n'avais pas d'inscription. Le doyen Ibrahima Fall m'a demandé de venir faire la première année et de revenir l'année prochaine pour partir. L'année prochaine, c'est tombé sur l'année blanche. Donc j'étais condamné à terminer mon cursus à Dakar. Mais je ne le regrette pas. Pour vous dire que les problèmes de l'université sont des problèmes que tous ensemble nous devons pouvoir prendre en charge, chacun dans son domaine. Le secteur privé que nous représentons aujourd'hui réaffirme sa disponibilité en matière de réflexion, puisque si on en fréquente l'université et qu'on a travaillé, en interagissant avec l'université, on peut aider à dépouiller les enseignements pour les rendre opérationnels. Je vais terminer juste sur un point. Il y a deux mois, l'une des spécialités de l'université a demandé à ce que 4 juristes opérationnels chez moi viennent échanger avec les actuels étudiants. Ils sont revenus très contents d'être retournés à l'université. Et j'ai estimé quand même que c'est un exemple de coopération de ce que l'université peut avoir avec les institutions, que ce soit dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la banque, dans le domaine des nouvelles technologies, parce que c'est des praticiens. Donc voilà, monsieur le ministre, je connais une partie d'un penchant que vous avez pour l'enseignement, vous connaissez dans une autre vue, pour dire qu'ensemble, nous devons pouvoir échanger. Nous, on vous dira le ressenti que nous avons des étudiants que nous recevons et comment on peut faire pour améliorer la qualité des enseignements, pour les rendre
opérationnel, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que les nouvelles technologies nous donnent en matière de formation, qui limitent la présence physique, qui est de plus en plus difficile à accueillir. Donc voilà en tout cas les quelques mots que je souhaiterais partager, en remerciant le recteur et l'autorité qui a eu à nous choisir, M. Sarr et moi, dans un décret pour faire de nous des membres du conseil d'administration de l'UCAD, et que le conseil souverainement nous ait confié les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration. Je vous remercie. Nous venons d'abord, la vision que nous avons comprise, c'est que nous représentons le secteur privé. Ça aussi, il faut l'expliquer à M. le ministre. Première chose. Deuxièmement, l'avantage d'avoir des gens qui ont déjà fait leur carrière, parce que moi, en principe, je suis au service et à la disposition de ceux qui ont besoin de moi. Parce que nous avons fait les choses les plus difficiles de ce pays, donc nous avons quand même une expérience à partager et de manière désintéressée. Très important. D'abord, sur l'université, il faut savoir ici, moi quand j'ai vu toutes ces compétences-là, ça m'a quand même fait beaucoup plaisir. Ça nous fait beaucoup, parce que c'est celui qui vient de loin qui peut dire ce que vous vivez et sur quoi vous n'êtes pas très conscient. D'abord, l'université, c'est très important. Nous avons fait nos études ici, dans des conditions beaucoup plus difficiles que maintenant. Ça ne nous a pas empêché de faire les carrières que nous avons faites. Et ça, en me disant, je pense que M. le ministre, moi j'ai aussi été très impressionné par votre capacité à assimiler très rapidement, parce que nous sommes de vieux routiers, on sait reconnaître une compétence. Donc, en très peu de temps, il a mis le doigt sur des questions essentielles. Ça, c'est extraordinaire. Et je voulais aussi vous encourager, en tant que grand père, cet temple du savoir à fabriquer les grands hommes du pays. Et vous avez en charge cette question. En tout cas, nous avons été là, major à l'ENAM, major à Sergi, major à Oxford, major à MIT, major à London School. C'est ici que c'est parti. Ça veut dire que vous formez des étudiants de très haut niveau. Et nous avons besoin de vous. Ce que le ministre a dit, moi j'ai failli vraiment l'applaudir, c'est la notion de communauté. C'est tout ce qu'on dit. C'est-à-dire si on forme une communauté ici, on peut travailler. Peut-être la contrainte que vous avez, et ça Marie-Tomian m'a dit ça une fois, le seul problème que vous avez ici, c'est comme une usine. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit. Donc moi je pense qu'il faut une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation, qu'on puisse vous donner la bonne matière première. Le reste, l'UCAD est riche, d'abord de son savoir, mais aussi de son patrimoine. Vous avez l'un des patrimoines les plus importants, si vous ne le savez pas, je suis un ingénieur budget, vous avez l'un des patrimoines les plus importants du pays, notamment en termes de personnes, des étudiants, et aussi de patrimoine foncier et tout le reste. Ça veut dire que vous avez aussi entre vos mains une responsabilité collective. Le reste, maintenant, moi, j'ai la vision que j'ai. Si je vois de belles choses qu'on peut faire, vraiment de belles choses, au plan juridique, au plan économique, au plan financier, au plan judiciaire, beaucoup de choses peuvent être faites. Ça, je crois que je ne peux que terminer en disant nous sommes à votre disposition. Voilà, merci. Très bien. Bonjour à tous. Monsieur le Président du Conseil d'administration, M. Bokarsi, qui est quelqu'un aussi que j'ai connu dans une autre vie professionnelle avec beaucoup de brio intellectuel. Monsieur le ministre, tous nos respects, monsieur le recteur, tous les doyens, à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop qui m'accueille aujourd'hui. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour une première rencontre. J'aurais aimé dire, comme le président du conseil d'administration, que je suis un ancien de l'UCAD, mais je n'ai pas eu ce privilège, je n'ai pas eu cet énorme privilège par des coups du destin. Parce que jeunes élèves, nous avons tous à l'époque rêvé de venir faire nos études à l'UCAD, qui était la seule université du Sénégal. Et en 1988 au Sénégal, nous avons eu l'année blanche. Vous vous en rappelez certainement. S'il n'y avait pas eu l'année blanche, j'aurais eu mon bac en 89 et je serais devenu étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Mais puisqu'il y a eu l'année blanche, on a fait une année supplémentaire au lycée. Et j'ai eu mon bac en 1990. Et je suis de la première promotion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous voyez des fois comme le destin fait effectivement les choses. Par la suite aussi, quand on a eu notre maîtrise à Saint-Louis, à l'époque, moi j'ai fait des études de droit, il n'y avait pas encore de 3e cycle à Saint-Louis. Et je m'étais quand même inscrit à l'UQAD. Donc j'ai eu une fois de ma vie une carte d'inscription à l'UQAD. Mais puisque le DEA, à l'époque déjà, tardait à finir, j'ai dû écourter pour aller à l'étranger et continuer d'avoir mes études de 3e cycle. Donc je n'ai pas eu le bénéfice, je n'ai pas eu le privilège d'avoir été de l'UQAD, mais nous savons tous ce que nous devons à cette prestigieuse université. Et je le disais tout à l'heure au recteur dans son bureau, quand on a ouvert l'université Gaston Berger de Saint-Louis à l'époque, tous nos professeurs, tous, venaient de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, pour moi qui étais juriste, c'était les Isaac Yankhoba Ndiaye, les Babacar Kanté, les Serigne Diop. Et j'aperçois une de mes promotionnaires, le professeur Rosalie Adouaye, au fond de la salle, qui faisait aussi partie de cette première promotion. Et je dis bonjour à tous ceux que je vois ici. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 15 ans, 20 ans, que je retrouve dans cette salle, avec qui j'ai partagé soit UGB, soit Genève, je pense à vous. Et c'est vraiment une façon de vous dire que je suis très très honoré d'être ici parmi vous. Et je me sens chez moi pour exercer une mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, à un moment, je dois le dire, ce n'est pas un secret, où j'ai intégré moi-même l'une des universités publiques du Sénégal, qui est l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, en tant qu'enseignant-chercheur. Donc de ce point de vue aussi, je suis l'un d'entre vous. Je fais mienne vos revendications et vos propositions. Je suis très conscient de toutes les difficultés qui sont vécues ici et je ferai en sorte qu'ensemble, nous puissions les régler. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une visite de courtoisie, en premier contact, une sorte de diagnostic situationnel qui me permette d'avoir une vision globale, panoramique des universités sénégalaises. C'est un grand ministère où il y a énormément, je le dis, une très forte concentration de matières grises, où les gens sont très patriotes et conscients des enjeux de développement. Et je voudrais tous, autant que vous êtes, vous prendre comme des partenaires pour identifier ensemble nos problèmes et trouver ensemble des solutions. Nous avons commencé cette tournée jeudi dernier avec nos voisins immédiats à Diamniadio. Nous avons été à l'UNCHK, nous avons été visiter l'ISEP qui est à côté. Et aujourd'hui, nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est l'aînée de toutes les autres universités, pour partager avec vous quelques réflexions et voir quel est le diagnostic situationnel. Bon, il est évident que la situation des universités sénégalaises, comme dans beaucoup d'autres domaines, n'est pas reluisante. Nous faisons d'excellents résultats. L'UQAD en est un symbole, en étant la première université francophone. Mais je pense qu'on peut optimiser. Vous-même, vous en êtes conscient. On peut améliorer les résultats, tant du point de vue social que du point de vue académique. Et je sais qu'il y a le feu qui couvre un peu partout, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir moi-même de visu constater avec vous les difficultés que vous vivez pour éventuellement pouvoir proposer des solutions. Donc moi, je vous tends la main. Je suis un homme de dialogue. D'autres disent que je suis un homme de la concordance. C'est dans ma nature profonde que de discuter de façon très inclusive pour trouver des solutions. Mais pour pouvoir trouver des solutions, il faut avoir le courage du diagnostic. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où des fois les gens ont peur du diagnostic. Quand on pointe du doigt une difficulté communautaire, la plupart du temps, les gens peuvent prendre ça pour une critique personnelle. Alors que la critique et l'approche personnelle ne nous intéressent pas. Nous avons en commun l'État du Sénégal et ce sous-secteur de l'enseignement supérieur et nous devons travailler ensemble pour qu'un de ces jours, quand je vais devoir rendre le tablier, parce que forcément je vais rendre le tablier, qu'ensemble, que nous sachions que nous avons travaillé de façon loyale, sincère et que nous avons obtenu des résultats
pour nos enfants et nos petits-enfants. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il faudra que chacun d'entre nous fasse un petit effort dans son confort individuel immédiat pour pouvoir obtenir des résultats qui profiteront à nos enfants qui sont maintenant à l'université. Il y a un certain nombre de réflexions que je voudrais partager avec vous, qui sont le fruit du regard extérieur que j'ai eu du secteur avant d'être ministre, mais qui sont aussi le résultat des rencontres que j'ai eues depuis une semaine. Et je crois avoir identifié un certain nombre de problèmes qui, une fois pris en charge, peuvent nous valoir à tous des satisfactions dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. J'ai conscience des difficultés budgétaires, mais cela n'est pas seulement spécifique à la communauté universitaire. Nous sommes dans un pays encore très pauvre, qui a encore des problèmes d'ajustement budgétaire et qui essaie de répartir ses maigres ressources à travers les différents secteurs de la vie économique et sociale. Non, l'enseignement est important. C'est au niveau de l'enseignement qu'on doit bâtir le capital humain qui nous permette de sortir de cette situation de pauvreté. Nous avons nous-mêmes conscience que les transferts que nous avons aux établissements universitaires ne sont pas réellement suffisants. Mais si les universités se plaignent d'un déficit budgétaire, le ministère lui-même aussi se plaint d'un déficit budgétaire. On a déjà fait 2 semaines seulement au Conseil des ministres et j'ai commencé à faire le pied de grue devant le bureau du ministère des Finances pour lui demander éventuellement de penser à nous pour la prochaine loi des finances rectificative. Donc à peine a-t-on notre budget que nous commençons à exécuter, nous commençons à passer à la loi des finances rectificative. Parce que nous-mêmes, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ne sommes pas satisfaits naturellement du budget qui nous est alloué. Nous avons des problèmes internes, les différents directeurs sont là, ils pourront en témoigner. Et naturellement, puisque nous avons des problèmes internes, toutes les structures qui dépendent de nous ont aussi des problèmes d'allocation. Donc je pense que là, ça vaudra la peine de faire un travail qui nous permettra d'optimiser, obtenir le maximum de résultats possibles avec un budget, je ne dirais pas amoindri, mais raisonnable. Maintenant, l'année est lancée. Moi, j'arrive à la fin du premier trimestre. On ne pourra pas faire des miracles, mais je pense que si chacun d'entre nous fait l'effort d'optimisation des ressources, on pourra arriver à un certain nombre de résultats. Et c'est ça qui me permet de parler de l'un des points qui me semble les plus préoccupants en ce moment, c'est la question de la stabilisation du calendrier académique. Je pense pouvoir dire, sans risque de me tromper, que le Sénégal est l'un des rares pays au monde à n'avoir pas de calendrier académique. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas aussi vieille que ça, où on avait la certitude de commencer l'année académique au mois d'octobre et de la terminer au mois de juillet, avec le luxe de pouvoir faire une deuxième session au mois d'octobre et d'avoir une année académique normale. Au Sénégal, cela est complètement déréglé. J'ai écouté un certain nombre de personnes de la communauté universitaire et l'une de mes priorités, en accord avec le Premier ministre et le Président de la République, c'est de stabiliser le plus rapidement possible l'année académique. Le vœu, et il faudra que vous nous assistiez, qu'on travaille ensemble pour pouvoir y arriver, c'est de se dire que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, que le premier lundi du mois d'octobre, l'année académique démarre et que le dernier vendredi du mois de juillet, l'année académique se termine. D'autres pays le font, ce n'est pas un miracle, Djomboul Sénégal, et je pense qu'avec l'effort de tout le monde, on doit pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que sur les premières informations que j'ai eues, je me rends compte que toutes nos difficultés, en tout cas la plupart de nos difficultés, financières notamment, sont liées à ce dérèglement du calendrier académique. On a même avancé le chiffre de 25 milliards. Si aujourd'hui, nous réussissons, dès la première année, à réajuster le calendrier électoral, nous sauvons 25 milliards. À l'année, j'ai dit quoi? Électoral. Ben, vous voyez, hein? Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Hein? Donc, je pense que les psychologues doivent agir là. De l'année académique. Très bien. L'année électorale est derrière nous et je me réjouis du fait que nous soyons un peu si intelligents qu'on a pu régler tous ces problèmes électoraux et que maintenant on passe à autre chose, on passe à l'essentiel.
Donc, les premières informations et les premières évaluations que j'ai montrent que si nous réussissons à stabiliser l'année académique, on gagne 25 milliards. Parce que toutes les questions des bourses sont liées à ça, j'y reviendrai. Mais si on gagne les 25 milliards, ça va où les 25 milliards? Ça va à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Ça va à l'amélioration des conditions de travail des étudiants et des universités. C'est pour ça que je vous disais que je sais qu'il y a des préalables pour y arriver. Quand on dit qu'on veut stabiliser l'année académique, oui, il y a des préalables, je sais. Il y a le problème des chantiers, il y a le problème du nombre d'enseignants qui ne sont pas en nombre suffisant. Mais si nous faisons l'effort et qu'on arrive à ces résultats, il est possible que tous ces résultats financiers soient rétrocédés à ceux qui ont fait l'effort. Donc ça va être l'un de mes premiers chantiers. Et je pense que dans le courant du mois de mai, on va convoquer un séminaire national avec toutes les parties prenantes, toutes les universités, pour trouver définitivement une solution à ce problème. Et nous devons le faire très rapidement, parce que je crois avoir compris que l'un des problèmes, c'est la détermination des quotas que les universités doivent donner au ministère de l'enseignement supérieur, Et que pour pouvoir respecter le calendrier que nous voulons mettre en œuvre, il faudra que très rapidement la commission d'orientation soit mise en place, que les universités nous disent très rapidement quels sont les quotas qui sont prévus, la négociation viendra après, et sur la base des quotas qu'ils nous donnent, on arrive à une première orientation dans le courant du mois d'août. Maintenant, s'il y a des déficits parce que les universités n'ont pas donné assez de place, on peut ouvrir une deuxième phase de négociation, toujours dans le courant du mois d'août, pour ajuster les places et avoir les places définitives au 1er septembre. C'est mon point de vue, et je pense qu'en le faisant, on peut arriver au début d'une année académique, le premier lundi du mois d'octobre. Maintenant, il restera le problème de l'ajustement des années qui ont obtenu du retard. Et c'est là où on aura besoin du soutien de tout le monde. Par exemple, je sais que ce matin, il y a une faculté ou un département qui fait son amphi de rentrée. Donc les bacheliers de juillet 2023 commencent leur année académique aujourd'hui, 22 avril. Ce n'est pas normal. Si nous voulons maintenant que cela soit rétabli, il faut la participation de tout le monde. Et j'ai félicité tout à l'heure le recteur de l'UCAD parce que j'ai demandé la semaine dernière un document que chacune des structures universitaires devait m'envoyer. Et dans le document de l'UCAD, j'ai trouvé des propositions de solutions par rapport à la stabilisation de l'année académique qui sont très très importantes. Et j'ai vu que vous réfléchissez sur cette question depuis un certain nombre de temps. Donc je vous tends la main par rapport à ça. Le séminaire aura lieu vers la mi-mai et je suis sûr qu'au sortir de ce séminaire, le Sénégal aura un calendrier académique qui sera appliqué dans toutes les universités. Il y a aussi la question de la carte universitaire. Je sais que ce n'est pas évident. La carte universitaire de façon globale, là je sais que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais on nous pose souvent un problème de capacité d'accueil. Il y a la problématique des chantiers. Je suis ici avec le directeur qui s'en occupe au niveau du ministère. Et nous sommes en train de faire la cartographie des chantiers. Pour quel chantier nous avons le financement? Pour quel autre chantier les travaux ont démarré? Et pour quel chantier on pourra recevoir les crés et inaugurer avant la fin de l'année? Idéalement avant la rentrée du mois d'octobre. Et je pense que d'ici le séminaire du mois de mai, on aura des réponses claires par rapport à toutes ces questions. Je sais qu'il y a des chantiers qui sont déjà prêts, qui sont prêts à être utilisés, mais il faut comprendre que nous sommes un nouveau régime. Nous avons besoin de faire l'état des lieux avant de remettre des clés ou de procéder à des inaugurations. On ne peut pas inaugurer un chantier pour lequel on n'a pas le minimum d'informations sur toute la procédure de construction et de gestion des marchés. Donc nous allons en faire une priorité parce que je sais déjà que quand le problème de la détermination des quotas pour l'orientation va venir, on va nous dire qu'on n'a pas les capacités d'accueil. Mais je dois aussi vous dire en toute sincérité que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, étant l'aînée de toutes les universités, doit toujours faire un effort supplémentaire par rapport aux autres. Et je pense qu'en discutant, nous trouverons ensemble des solutions. Et en fait, yéen taw te am na yoo xam ne taaw rek nga ko mën a teg mu nangul la ko pour que kër gi mën a dox.
Alors, il y a la question des bourses des étudiants. Le directeur des bourses est ici. Je vous disais tout à l'heure aussi que si nous faisons toutes les réformes que nous envisageons, qu'on a un calendrier académique sur les rails, qu'on fait les rallonges budgétaires et que toute l'université fonctionne plus ou moins correctement, le jour où on ne va pas payer les bourses des étudiants, c'est comme si on n'avait jamais rien fait de notre vie. Vous connaissez cette situation. Donc pour moi, c'est un point d'attention particulièrement important. Et le Premier ministre et le Président de la République ont beaucoup insisté sur cette question. Je disais l'autre jour, en rigolant un peu, qu'avant même ma prise de fonction, tous mes réseaux sociaux étaient envahis par les étudiants qui demandaient leur bourse. Alors que je n'avais même pas encore fait la prise de fonction. C'est une question sensible. Et je l'ai déjà dit, moi je connais l'utilité académique d'une bourse d'étudiants, mais je connais aussi l'utilité sociale d'une bourse d'étudiants, parce que j'en ai bénéficié et je sais de quoi il retourne. Avant-hier, j'étais dans la région de Saint-Louis pour une visite totalement privée. Et au retour, je suis passé discrètement au niveau de l'UGB et j'ai rencontré des étudiants qui me disaient qu'ils ne parvenaient même pas à manger. Ils ne parvenaient même pas à manger du fait des dysfonctionnements au niveau des bourses. Donc ce sont des questions sociales extrêmement importantes sur lesquelles nous devons travailler. Maintenant, je sais que le ministère et la direction des bourses font beaucoup d'efforts, mais pour que tout notre travail ne soit pas mis en danger, je travaille aussi, comme pour la stabilisation de l'année académique, à mettre en place un système technique qui nous permette de pouvoir payer les bourses à temps. Maintenant, nos amis journalistes sont là. Moi, je n'ai jamais dit dès le premier jour d'entrée en fonction que les bourses seront payées à temps. J'ai dit que nous ferons en sorte, nous travaillerons avec toute la communauté pour que les bourses soient payées à temps. Parce que ce n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur qui appuie sur le bouton pour payer les bourses. Les banquiers sont là, il est très bien placé pour le savoir. Il y a tout un travail au niveau du ministère des Finances qui doit être fait, qui est fait, mais nous devons aussi entrer en discussion avec eux pour que cette question des bourses soit définitivement réglée. Il y a la question cruciale du besoin de recrutement en enseignants-chercheurs. Je pense que c'est l'un des points d'attention les plus importants. Parce que les enseignants-chercheurs peuvent consentir à faire des efforts, mais ils sont des humains. Il y a une charge de travail au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et je suis conscient du fait que le nombre d'enseignants-chercheurs dans ce pays est insuffisant. D'ailleurs, vos chiffres vous-même le montrent. Quand vous dites que vous avez 1457 enseignants titulaires et à côté vous avez 1500 vacataires. Dans un monde, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez plus de la moitié des enseignants qui sont des vacataires, avec toute la précarité qui va. Je voudrais ensemble, et ça sera discuté lors de ce séminaire avec des termes de référence très précis, qu'on mette en place un plan de recrutement que vous allez nous soumettre, que nous allons discuter. Et si nous tombons d'accord, je vais aller voir le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Finances, pour leur dire, voici les besoins. Au moins, sur le constat du besoin de recrutement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Nous connaissons les efforts surhumains que vous faites pour y arriver. Mais ce n'est pas suffisant. Corriger les phases d'évaluation, correction des copies, délibération sur 4 mois, ce n'est pas tenable. Donc le fait que vous ne soyez pas assez nombreux amène à ces retards dans les délais, et ces retards dans les délais amènent à des déficits financiers et budgétaires, et finalement c'est le serpent qui se mord la queue. Donc nous allons essayer ensemble de mettre en place un plan de recrutement pour qu'au moins dans les 2-3 prochaines années, le déficit soit plus ou moins résorbé et que cela soit considéré comme une mesure d'accompagnement pour la stabilisation de l'université. Alors, il y a la question de la recherche et de l'innovation. Il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'ai été très impressionné et très fier la semaine passée quand j'ai été visiter le supercalculateur et de savoir que le Sénégal va lancer son satellite, son premier satellite, au mois de juillet. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce domaine et nous voulons faire plus parce que je ne voudrais pas que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'arrête tout simplement à l'enseignement supérieur. J'ai d'ailleurs constaté que dans le cadre des budgets programmes, nous avions 4 lignes avant, y compris la recherche, et que depuis quelques années, cette ligne sur la recherche
a été complètement perdu. Cela veut dire que dans le domaine de la recherche, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on ait des esprits très brillants et très innovateurs, on fait en fait du takhalé. Et que le Sénégal n'a pas encore vraiment organisé sa recherche à la dimension de son génie. Et j'ai pu constater aussi qu'il y a énormément de laboratoires de recherche avec des chercheurs très brillants, mais très cloisonnés, chacun plus ou moins dans son domaine, et qu'on n'a pas réussi à mettre cette passerelle qui nous permettrait d'avoir une recherche multi-acteurs totalement décloisonnée et qui irait identifier un certain nombre de priorités pour le Sénégal. J'y travaille, j'ai l'intention d'identifier un certain nombre de secteurs prioritaires articulés autour des métiers de demain sur lesquels l'université doit apporter sa contribution. Et là, on n'est pas dans la politique immédiatiste. On doit pouvoir faire de très gros investissements en sachant qu'on n'aura pas les résultats dans les 10, les 5 ou les 15 prochaines années. Et qu'on aura les résultats dans 20 ans, peut-être, pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent mieux que nous. Quand j'ai été visiter le supercalculateur l'autre jour, qui a été fait par les Français Atos, l'ingénieur qui me faisait la visite est un jeune docteur de 32 ans. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que dans 20 ans, vous, à 52 ans, vous serez en mesure, avec vos équipes, de nous faire un supercalculateur sans qu'on ait besoin de la France? Il m'a dit avec beaucoup de sérénité, oui, nous pouvons le faire. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de toujours copier les autres, mais le but, c'est de nous appuyer sur l'existant des autres, faire comme les Chinois, éviter de faire des commandes 2 à 3 fois, et que dès la première commande, on ait des éléments de transfert de technologie qui nous permettent d'ajuster nos connaissances et d'être des chercheurs qui aboutissent à des résultats. C'est la conviction que nous avons de la recherche, et je vais me battre pour qu'on ait un budget de recherche-innovation extrêmement important dès l'année prochaine. Pour cette année, on devra s'ajuster, mais sachez, pour tous ceux qui veulent nous aider, que le Sénégal a beaucoup d'ambition dans le domaine de la recherche et de l'innovation. C'est vous-même, chers professeurs, qui nous apprenez que la plupart des métiers de demain ne sont même pas encore connus. Et il faudrait, à mon avis, que le Sénégal se positionne par rapport à ces métiers de demain pour avoir une souveraineté. Vous savez que le créneau de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau régime, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique et le domaine de l'innovation. Cela m'amène à parler de la question de la numérisation. Je pense qu'on est un peu quand même en retard. Des efforts ont été faits, mais je pense que le Sénégal doit davantage prendre de la place sur toutes les questions d'innovation. Je le disais l'autre jour au directeur des bourses, quand j'ai visité leurs locaux, je leur disais qu'il y a beaucoup de problèmes que vous posez ici à la direction des bourses qu'une simple digitalisation aurait pu régler. Quand on va actuellement dans nos universités, ça fonctionne par ticket. Moi, je sais par expérience qu'on peut arriver à une digitalisation. Et cette digitalisation-là, qui demande un effort financier important, en une année ou 2 ans, peut nous amener à faire des économies d'échelle qu'on réinvestira dans le domaine. Et donc, ça va être l'un des chantiers importants pour le nouveau ministre que je suis. Et de ce point de vue aussi, je vois l'expérience de l'UNCHK, qui est maintenant la 2e université sénégalaise avec 70 000 étudiants. Et moi, ma vision et mon point de vue, c'est que c'est vrai que c'est une université un peu particulière, qui est dans le domaine du numérique, qui fait de l'enseignement à distance, mais à mon avis, chacune de nos universités, l'UCAD notamment, doit avoir en son sein une dimension enseignement à distance beaucoup plus importante. On ne doit pas avoir d'un côté les universités qui font de l'enseignement à distance et de l'autre des universités plus classiques. Je sais que vous avez commencé à le faire, mais ça doit arriver à un niveau assez exponentiel, qui fait par exemple que l'UNCHK ne serait pas la seule université dépositaire de 25 000, 30 000, 40 000 étudiants à y être orientés chaque année. Si chaque université a cette dimension distancielle, je pense que très rapidement, le problème de l'orientation des étudiants pourrait être réglé. Surtout que maintenant, tout ce biais cognitif autour du fait que l'enseignement à distance n'est pas très valorisant a été définitivement réglé, que ni les étudiants, ni les PATS, ni les enseignants-chercheurs n'ont plus aucun complexe à dire qu'ils travaillent dans une université à distance. Et je remercie l'UNCHK d'avoir réussi à décomplexer
de ce point de vue. C'est la même chose au niveau des plateformes de publication, on est aussi dans le numérique. Moi, j'y pense depuis longtemps. Maintenant que je suis ministre, je pense qu'on doit pouvoir le faire. La plupart de nos recherches, d'éminents chercheurs de vous-même, dorment dans les tiroirs. Moi, je pense qu'on devrait assez rapidement avoir une plateforme où toutes les publications du Sénégal pourraient être retrouvées en version numérique. Comment? C'est à vous de nous dire à travers vos différentes expériences. Mais je pense que nous perdons énormément de temps, d'énergie et d'intelligence à produire des recherches avec des résultats spectaculaires qui ne sont pas mis en valeur parce que nous n'avons pas une forme de plateforme digitalisante qui nous permette d'avoir accès. Je pense qu'on est loin du temps où pour faire une thèse, on doit faire un voyage d'une ville à ville pour aller trouver un article scientifique, un livre, etc. Donc j'ai commencé à en parler au niveau du ministère. On va trouver ensemble une séquence temporelle, on peut dire de 1960 à maintenant. Enfin là, on va discuter. Mais le but, c'est que les publications soient disponibles à travers des plateformes. Nous sommes prêts à aller chercher les moyens avec des partenaires s'il le faut. Mais je pense que c'est inconcevable que de si brillantes thèses, de si brillants mémoires de master restent dans des tiroirs qui ne sont lus que par les principaux concernés. Dernier point, c'est la question des curricula. Et ça, c'est une vision d'ensemble que nous avons. Et j'apprécie très bien la contribution du président du conseil d'administration, M. Ly. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus de passerelles entre l'université et le secteur privé. Je sais que les enseignants sont très jaloux d'un certain nombre de franchises et de droits. Nous ne leur disons pas d'aller faire du djébolou au niveau du secteur privé, mais il y a un minimum de discussion pour que ceux qui sont censés absorber nos étudiants soient en phase avec nous au niveau de l'université sur les curricula qui sont présentés. Je connais de grands pays qui le font avec énormément de succès. Une entreprise privée, sans s'ingérer dans la question des franchises universitaires, doit pouvoir dire « je prévois de recruter 100 plombiers sur les 5 prochaines années ». C'est juste un exemple. Mais ces 100 plombiers-là doivent être formés par qui? Par l'université. Donc il faut qu'il y ait une discussion pour que à la fois ces métiers du futur et ces métiers qui ne sont pas totalement pris en charge soient gérés par l'université. Et en revanche, le secteur privé doit pouvoir participer au financement de l'école sénégalaise, de l'université sénégalaise. C'est ma conviction. Et participer au financement de la recherche ne signifie pas conditionner le chercheur. Le chercheur reste indépendant dans son domaine. Il est le maître dans son domaine. Mais il ne va pas faire des recherches fondamentales dans des domaines où vraiment la société n'a pas besoin. Donc nous devons trouver cette passerelle entre le secteur privé et l'université. Et ça aussi, nous y travaillerons pour qu'il y ait beaucoup plus de convergence. Mais les curricula doivent aussi tenir à une approche endogène. C'est l'approche du gouvernement. Je ne veux pas entrer dans certains détails parce que vous les maîtrisez mieux que moi, mais je trouve qu'on n'enseigne pas suffisamment sénégalais au Sénégal. C'est ça la réalité. Et maintenant, si on était encore au début des indépendances, on aurait pu dire qu'on n'a pas suffisamment de production intellectuelle pour l'enseigner dans nos universités. Moi, je suis allé un peu partout, je vois la façon dont les gens mettent en avant, mettent en exergue leur propre production intellectuelle. Et je pense que nous devons arriver à une forme de souveraineté. Dans le domaine du droit, de l'économie, des sciences, de la neuroscience, dans tous les domaines, qu'on essaie d'identifier la part de sénégalité ou la part d'africanité, l'apport de l'Afrique ou du Sénégal dans ce domaine pour que cela soit enseigné. Et qu'on arrête de calquer notre modèle universitaire sur la base des résultats des autres qui sont les vainqueurs des grands combats qu'ils ont menés et que nos propres curricula ne reflètent pas notre propre façon de voir. Donc voilà globalement les questions que je voudrais aborder avec vous. Je m'excuse d'avoir été long, mais je suis dans la logique du dialogue. J'ai préféré vous dire les choses telles que je le vois, telles que je le pense. On sait que ce sont des chantiers. Je n'ai pas de certitude, je n'ai aucune certitude. Mais j'ai une vision, j'ai une façon de faire. Après, c'est à vous, acteurs, de nous dire si ce que nous envisageons de faire est faisable. Pour la plupart du temps, c'est faisable. Ce matin encore, j'ai discuté avec un enseignant, 2 d'ailleurs. L'un me dit, votre histoire de calendrier universitaire à stabiliser, c'est impossible. Quand je lui ai dit que pourquoi c'est impossible, il m'a dit, voici les goulots d'étranglement. Je lui ai dit, mais ne dites pas que ce n'est pas possible. Dites-moi qu'il y a des goulots d'étranglement
il y a des problèmes à régler avant d'y arriver. L'autre était un peu plus positif. Mais moi, je pense qu'au-delà de la fatalité ambiante que nous avons dans ce pays, parce que des fois, l'administration ne fonctionne pas, parce que des fois, l'État ne joue pas son rôle, parce que des fois, il n'y a pas du crédit, nous devons tous faire un effort supplémentaire par rapport à notre confort individuel pour investir dans l'enseignement supérieur pour que ce soit nos enfants qui en bénéficient. Stabiliser le calendrier académique reviendra par exemple à demander aux enseignants de faire des heures supplémentaires. Ils vont être fatigués, ils vont faire quelques nuits blanches, mais oui, nous les accompagnerons. Parce que si cet effort n'est pas fait là maintenant, dans 20 ans, on aura encore les mêmes problèmes récurrents. On continuera à perdre 25 milliards par année et nos enfants, devant le tribunal de l'histoire, nous dirons, vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait à un moment donné pour stabiliser le calendrier académique. Donc voilà, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Recteur, l'ensemble du corps universitaire. Je vous remercie beaucoup. Je vais continuer la visite. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée UCAD. Je vais rencontrer le COUD, les syndicats, le personnel administratif. Je vais rencontrer tout le monde pour les écouter. Et ensemble, après, on trouvera des solutions. Je vous remercie. Avant de clôturer cette session, je voudrais juste, avec votre permission, faire une précision. Le ministre nous a tout de suite félicité pour les propositions qui ont été faites en rapport avec le calendrier universitaire. Alors, je voudrais à mon tour indiquer que les propositions qu'on a faites sont le résultat d'une réflexion qui a été menée à la demande du Conseil académique par une commission dirigée par M. le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, le professeur Chérif Sédikane, et le professeur Yacoub Seydi. Ils ont fait un excellent travail.